Destination Francophonie vous emmène au Cambodge. On ne le sait pas assez, mais le Cambodge est certainement le pays le plus francophone d'Asie du Sud-Est. Il y a l'histoire bien sûr, mais la francophonie est toujours bien vivante dans ce pays. Les médecins, les juristes et même les militaires se forment en français. La plupart des ministres sont francophones et quand les membres de la famille royale du Cambodge échangent entre eux, ils le font en français. Ce sont toutes ces personnalités qui vont vous faire découvrir leur pays, leur culture et leurs traditions. Je vous emmène d'abord dans l'un des lieux les plus connus au monde, la cité d'Angkor, et c'est devant le temple d'Angkor Wat que nous partons en voyage en francophonie au Cambodge. Ce site, l'un des plus visités au monde, est géré par l'Apsara, l'autorité pour la protection du site et l'aménagement de la région d'Angkor. C'est une structure cambodgienne, mais très francophone. Une grande partie de leurs archives sont d'ailleurs en français. Pour comprendre cet héritage francophone, il y a une personnalité incontournable, c'est Keria Chaosun. Elle est conseillère auprès de l'Apsara. Bonjour Keria. Bonjour Yvan. Ça va? Ça va. Bienvenue à Angkor. Tu m'accueilles devant le site le plus célèbre de ton pays. Que représente ce site pour le Cambodge et les Cambodgiens? Angkor Wat est connu dans le monde entier et beaucoup de gens confondent Angkor Wat pour Angkor. En fait, Angkor Wat, c'est un seul temple qui représente l'identité nationale khmer, puisque ce temple figure sur le drapeau du Cambodge et c'est le seul monument du patrimoine mondial qui figure sur un drapeau. Et pour les Cambodgiens, c'est un lieu de pèlerinage religieux, un lieu où tout Cambodgien de toute sa vie rêve de venir au moins une fois. Et quand on vient ici, même moi, après une vingtaine d'années de présence, il y a toujours une émotion qui s'y dégage. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Oui. Ça fait de kilomètres carrés? Ça s'étend sur 400 km² qui est la surface classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, c'est le plus grand monument religieux au monde. Angkor Wat, c'est le plus grand monument bouddhique aujourd'hui au monde. Donc tout ça, c'était une cité? C'était plus qu'une cité, c'était la capitale du Cambodge du 9e au 15e siècle. Mais le temple d'Angkor Wat a toujours été vénéré et pris soin par les religieux comme par la population. Il y a une histoire de la présence française ici encore. La France, le protectorat a duré environ 90 ans. Et même après l'indépendance, Feu Roi Père Norodom Sihanouk avait laissé l'exclusivité à la France pour la restauration qui s'est terminée avec les hostilités en 1970. Et c'est la France qui a restauré tous les temples d'Angkor de l'époque. Il y a encore la trace de la présence française à travers les tombes des conservateurs, notamment le grand temple du Bapoun qui est l'un des derniers chantiers de la France au XXIe siècle. On y va ? Ici, c'est la preuve de la présence française avec la tombe de Jean Comaille, qui était le premier conservateur d'Angkor, de l'école française Extrême-Orient. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente pour les Cambodgiens, ce premier conservateur français? Pour les Cambodgiens, c'est quelqu'un qui a travaillé encore et qui est devenu peut-être quelque part une divinité pour eux, puisqu'on voit des baguettes d'encens devant. C'est-à-dire qu'ils viennent y prier parce qu'ils croient que l'esprit de Jean Comaille est là pour les protéger. Et donc, Keria me présente ensuite la stèle où sont mentionnés les noms de tous les conservateurs français d'Angkor jusque dans les années 70 et l'arrivée des Khmers rouges. Nous passons ensuite devant la maison de ces conservateurs. Elle sera prochainement reconstruite à l'identique par les autorités cambodgiennes pour en faire un centre d'information sur la restauration des temples d'Angkor. Une autre restauration est en cours, celle de l'épitaphe en bronze de Charles Carpeaux. Architecte et photographe français, il est un des pionniers de l'archéologie des sites khmers. Il y a plus d'un siècle, il a photographié les bas-reliefs d'un des temples les plus célèbres d'Angkor, le Bayoun. Keria veut me montrer un autre temple étonnant où les archéologues français ont travaillé le plus longtemps, le Bapoun. Donc Keria, encore c'est du sport. Hein. Oui, c'est du sport et de la culture et ce n'est pas pour les paresseux, surtout de la connaissance. Ici, on est devant le Bouddha qui n'est pas visible comme ça, mais quand on regarde bien, on a ici les pieds du Bouddha. D'accord.
Et ce côté-là, on a la tête du Bouddha où on voit bien. Ah oui, le Bouddha, il est couché. On voit sa tête comme ça de profil. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a un trou et on doit laisser tel quel parce que c'est la doctrine de restauration du patrimoine mondial, c'est l'authenticité. Le Bapun est un temple qui a été commencé en 1900, un peu avant la guerre, puis repris en 1992 au retour de l'école française d'Extrême-Orient après que le Cambodge ait retrouvé la paix. Et c'est terminé en 2011. Et après ça, l'école française d'Extrême-Orient aujourd'hui ne fait que de la recherche et ne restaure plus. Donc pour moi, c'est le plus grand chantier de la France du XXIe siècle. Ce temple a été restauré par Pascal Royer, jeune architecte qui est arrivé ici. Il a passé toute sa vie sur ce temple et est décédé malheureusement à 48 ans et on lui a érigé une plaque commémorative parce qu'il a concentré toute sa vie d'architecte sur ce temple. Pour terminer notre promenade, j'ai demandé à Karia de m'emmener sur son temple préféré. Nous nous asseyons devant le Tamanon. Karia, pourquoi tu aimes ce temple? Parce que ce temple, je venais souvent m'y ressourcer. Il est petit, il n'y a pas trop de monde. Et je m'asseyais derrière, sur les marches d'escalier. J'écoute les chants d'oiseaux. Il y a les odeurs des fleurs des arbres qui parfument. Et puis le bruissement des feuilles. C'est extraordinaire. Une petite demi-heure, je suis ailleurs et après, je repars affronter les difficultés d'un site du patrimoine. La langue française, elle a une place particulière ici encore. Elle a une place parce que les dirigeants d'Apsara aujourd'hui, même les jeunes, à part un ou deux, ils parlent tous français parce qu'ils avaient appris le français et certains ont obtenu des bourses pour aller en France. Dès qu'on se plonge dans l'histoire et dans l'historique d'Angkor, le français est indispensable. Parce que pourquoi? Parce que les archives, tous les écrits étaient faits par les Français et tous les gens qui venaient travailler ici et qui n'étaient pas francophones se mettent aussi au français parce qu'ils ont besoin de comprendre les nuances d'une vraie langue par rapport à la traduction. Parce que on peut traduire le mot, mais on ne sent pas l'émotion ou les petites subtilités qu'on ressent, qu'on lit ça en français. Si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Je me demande si ce n'est pas le mot rêve. Parce qu'on dit le mot rêve, c'est quelque chose où on rêve, mais en fait, le rêve peut devenir une réalité. Et ça dépend beaucoup de nous. L'histoire d'Angkor avec la francophonie n'est pas figée dans le passé. Elle continue toujours aujourd'hui. Le Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement d'Angkor est présidé depuis 25 ans par la France et le Japon. Angkor est un site exceptionnel, mais c'est aussi un site fragile. L'eau joue un rôle prédominant pour sa préservation. Pour le comprendre, j'ai rendez-vous avec le directeur général du site d'Angkor, Hang Peu, un parfait francophone lui aussi et ingénieur hydraulicien. Il m'attend près d'un des temples les plus étonnants, le Mebon, construit au XIe siècle au milieu d'un réservoir d'eau. Il est restauré depuis 10 ans par une équipe d'archéologues français. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Oui, alors là, vous m'accueillez dans un endroit qui est très emblématique pour Angkor, parce que l'eau, elle est au cœur de la préservation de votre site. On peut comparer l'eau comme le sang dans notre corps, vous voyez? Donc, ça veut dire si sans l'eau, le site d'Angkor, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un élément essentiel pour pouvoir soutenir la stabilité des temples. Donc, comme vous voyez, l'eau, avec le sable, quand le sable est très humide, qui est très compacté et très résisté pour pouvoir soutenir le poids. Et les temples khmers est toujours construit en mettant les pierres l'un sur l'autre.
il n'y a pas la connexion physique comme la construction moderne. Il n'y a pas un trou dans la terre avec des colonnes de pierre, quoi. Non, non, pas du tout. En fait, ils ont creusé la terre naturelle et rempli le sable avant de construire les temples. Ça veut dire que le sable lui-même a besoin de l'humidité. L'humidité, ça veut dire que c'est l'eau souterraine qui peut alimenter. C'est pour ça, vous voyez les temples khmers, il y a toujours des douves autour. C'est un système préventif. En cas où il y a l'eau souterraine qui descend, les douves qui peuvent recharger. Et ça permet de maintenir les temples. Exact, oui. Parce que si vous faites des calculs, les pierres, les blocs de pierre de l'un sur l'autre, c'est tellement lourd. Si on a mis seulement sur le sol normal, qui peut petit à petit se fondre dans la terre. On va voir ce magnifique temple. Bien sûr. On y va? Allez-y. Donc c'est parti pour le bateau. Sur les 200 temples d'Angkor, le Mebon est le seul au milieu d'un réservoir de 8 km de long sur 2 km de large. Depuis 10 ans, une équipe franco-cambodgienne travaille à la restauration de ce temple avec son enceinte carrée de 100 mètres de côté, composée de gradins qui enserrent un immense bassin. Au centre, il y avait la grande statue couchée de Vishnu, qui se trouve aujourd'hui au musée de Phnom Penh. Le lieu a gardé tout son caractère sacré et des pèlerins viennent tous les jours s'y recueillir. Voilà, nous sommes dans le temple de Mebon, ça s'appelle le Mebon, c'est le temple au milieu des réservoirs. Et nous sommes comme sur l'île de la mer à l'intérieur de ce site. Pourquoi ils ont fondé ce temple ici à l'époque? Si on vous donne l'explication la plus simple, quand nous sommes dans la vase de l'eau immense comme celui-ci, et quand il y a le petit vent, vous voyez maintenant on a le vent, et vous voyez il y a le vague qui vaille. Si vous faites mesurer le niveau d'eau, vous n'avez pas le niveau précis avec les vagues qui changent tout le temps. Donc, quand ils ont fait le puits à l'intérieur, ça nous permet de calmer l'eau qui reste horizontalement, et il y a le moins maillation de l'eau. Donc, c'est un point le plus important pour gérer l'eau, l'entrée et sortie. Donc c'est ça, le temple, il permet d'assurer la gestion de l'eau sur ce réservoir. Exactement, c'est le point de contrôle, point d'information, de commander l'entrée, qu'est-ce qu'il faut, et sortir, qu'est-ce qu'il faut pour l'agriculture. Et pour soutenir les temples dans le parc d'Angkor. Ce temple aujourd'hui, il est en plein chantier et vous travaillez avec des équipes françaises. C'est un chantier exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce que si on regarde de loin de notre départ, vous voyez ce petit temple. Mais quand vous arrivez, vous voyez, c'est immense. Donc c'est la première fois dans le site d'Angkor que l'équipe internationale a rejoint. Vous voyez des milliers de pierres à remettre en place, tout ça, c'est pas évident. Donc c'est un grand mécano, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous voyez même les pierres, tout ça, on fait inventaire et indiquer même la direction de quel bloc de pierre dans quelle direction et le numéro, le chiffre pour indiquer quels sont les blocs et la position exacte qui va venir dans cette restauration. C'est finalement la partie la plus compliquée du chantier. Exactement, la partie la plus compliquée, la partie qui prend beaucoup de temps et aussi beaucoup de spécialistes qui doivent travailler ensemble. Par exemple, vous voyez les pierres qui sont là, ils sont cassées. Il faut restaurer de manière comment cette pierre-là peut tenir ensemble. Sur le chantier, je remarque que Po échange uniquement en français avec l'équipe d'archéologues. Moi, je dis toujours il faut stocker le maximum possible. Je veux en savoir un peu plus sur sa relation avec la langue française. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté dans ta vie? Vous savez, le Cambodge, c'était l'ancien protectorat français. Et tous les documents, tout ça, qui sont écrits plutôt en français. Et dans la famille de ma mère, il disait toujours tous les documents qui sont toujours écrits en français. C'est la partie de curiosité, je voulais savoir. Mais comme à l'époque, quand j'étais à l'école, je n'ai pas le moyen. Mais j'ai toujours le souvenir de vouloir savoir parler cette langue merveilleuse. Et aussi, plus tard, de retour, par exemple, pour le lieu où je travaille aujourd'hui encore, c'est grâce à la langue française que je peux avoir plus l'information, des données ou les connaissances en profondeur avec les documents qui sont faits dans le site d'Angkor. En anglais, ne peut pas expliquer tout.
Par exemple, je parle dans mon métier de l'eau. Par exemple, les mots techniques en français n'est pas également ce qu'on a traduit en anglais. Si on sait lire le document en français, on peut aller un peu plus détail au point de vue technique aussi. Pour toi, être francophone, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, être francophone, c'est quelqu'un qui peut retracer l'histoire. Et aussi, c'est le moyen de communiquer avec les pays francophones. Et je considère que les gens parlent français. Il y a beaucoup plus dans la partie culture par rapport aux autres langues. J'ai l'impression que les francophones ont beaucoup fait attention au niveau de la culture. Merci. Quand vous vous promenez à travers les temples d'Angkor, vous ne pouvez pas ne pas les voir. Ce sont les apsaras, des danseuses qui ornent les bas-reliefs de tous les temples du site. Dans la culture khmer, les apsaras sont considérées comme des divinités, des nymphes célestes. Ce sont littéralement celles qui glissent sur la surface de l'eau. Pour découvrir cette danse millénaire qui a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui, je décide de me rendre à Phnom Penh, la capitale du pays. La personne que je vais rencontrer est Altesse Royale. C'est le neveu du roi du Cambodge. C'est le prince Tesso. Il m'a donné rendez-vous dans les locaux d'Aquation, un tout nouveau complexe de bureaux éco-responsables sur les bords du Mékong qui accueille gracieusement son école. Une école royale, gratuite et ouverte à tous, dont le but est de transmettre l'héritage sacré des danses apsaras. Ah, j'entends la musique. Et à ce que je vois, il faut enlever les chaussures. La danse apsara est une danse traditionnelle du royaume du Cambodge qui remonte au 7e siècle. Les apsaras, qu'on appelait les danseuses célestes, se retrouvent sur les bas-reliefs des temples de la cité d'Angkor. Menacé après la période des Khmers rouges, le prince Tesso veut préserver ce symbole de la culture cambodgienne. La spécificité du ballet royal, c'est que les rôles sont toujours tenus par des femmes. Donc vous avez ici une jeune fille qui fait le rôle masculin, le rôle du prince. Ensuite, vous avez une jeune princesse. Vous avez cette jeune femme qui interprète le rôle du géant. Et puis, pour les garçons, il reste le rôle du singe et principalement celui de Hanuman. Prince, il y a quand même énormément de gestes. Oui, dans exactement. Les danses apsaras. Oui. Et on en dénombre plusieurs milliers. C'est dans les 3000 apparemment. Mais ceux qui sont enseignés, c'est dans l'ordre de 100 à 300 seulement actuellement. Donc, on va vous montrer quelques gestes de base qui sont effectués en même temps. Mais vous verrez la différence entre le rôle de chacun. Donc ça, c'est le salut. En entrée en scène, on salue toujours le public. Montrer. La tendresse. La danseuse ne s'exprime pas oralement sur scène, elle va l'exprimer par ses gestes, justement. Donc, l'histoire est chantée et la danseuse juste exprime par le mouvement l'histoire de la scène. Parce que le corps, c'est toute l'expression de cette danse. Oui, du pied jusqu'à la tête. Même le bout des orteils du pied doivent être relevés à ce point, c'est-à-dire que tout est en torsion, en fait. Donc c'est tout le corps qui est en mouvement et c'est beaucoup de travail. Tesso et son équipe préparent le nouveau spectacle.
Les costumes sont une partie essentielle des danses classiques Apsara. Chaque costume est taillé spécialement pour chacun des danseurs. Les costumes sont cousus à même le corps pour épouser les formes du corps. Voilà, c'est comme une seconde peau parce que en fait le mouvement, tu vois, comme il est très précis, très onctueux, il faut qu'on voit vraiment tous les mouvements de déhanchement du corps. Donc le costume est cousu sur le corps. On n'utilise pas de scratch, on n'utilise pas de boutons, on n'utilise rien du tout, que des techniques de couture. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi l'UNESCO a inscrit le ballet royal du Cambodge en tant que patrimoine universel parce que c'est une technique ancienne. Avant le spectacle, Tesso fait toujours une prière devant l'autel de sa cousine, la princesse Mopa Devi, qui a sauvé le patrimoine des danses Apsara. Princesso, quelle est la place de l'art de la danse Apsara dans l'histoire du Cambodge? C'est une place très importante pour les Cambodgiens, car c'est un art, une tradition qui nous est transmise depuis de nombreuses générations, depuis des millénaires. Donc les Cambodgiens y sont très très attachés. Et c'est important de préserver ce patrimoine. Oui, absolument, parce que dans les moments difficiles, on s'est toujours accroché à ces valeurs-là, qui sont des valeurs identitaires et qui nous ont permis de garder espoir. C'était toujours autour d'une association culturelle de la danse que les Cambodgiens oubliaient leurs différends et se retrouvaient tous comme des frères. C'était autour de la danse. Qu'est-ce que la connaissance de la langue française t'a apporté dans ta carrière artistique? La plupart des documents sur lesquels nous avons des références actuellement sont écrits en français. Donc le fait que je suis francophone m'a permis de lire tous ces documents et de mieux appréhender ce que fut notre patrimoine à cette époque et comment on peut le préserver pour les jeunes d'aujourd'hui. Okun, merci beaucoup. Princesso. Okun, merci. Une personne s'est engagée pour préserver ce patrimoine. Elle en a fait un livre. C'est la ministre de la Culture elle-même, une parfaite francophone. Elle m'a donné rendez-vous à l'Université royale des Beaux-Arts devant une sculpture emblématique de la danse classique Apsara. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour, Je suis ravi de vous rencontrer. moi aussi. Et puis vous m'accueillez devant une statue qui représente beaucoup pour vous. Oui, cette statue-là représente beaucoup pour les Cambodgiens parce que ça représente l'histoire du Cambodge, la culture du Cambodge. Donc ça reste comme une âme d'un peuple. Et quand un Cambodgien regarde cette danse-là, ça nous fait revivre le passé lié avec le présent et ça pourrait aussi une projection à l'avenir. Et donc il y a un lien entre ces danses et la langue française. Et donc vous en avez fait un livre. Il faut savoir que la danse khmer était transférée des générations aux générations à travers la parole, à travers la pratique directement. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écrit. Et moi, en tant que ministre, je recherche les référents et je tombe sur le livre de Georges Relier. En français, 1913. Qui a vécu au Cambodge? Qui a vécu, c'est un premier enfant français qui est né au Cambodge et qui devient après le directeur de musée, le directeur de cette magnifique école de beaux-arts du Cambodge. Et heureusement, grâce à la langue française, ma connaissance de la langue française, je commence à étudier ce livre. Et j'ai envie de faire la traduction de la langue française au khmer pour que les jeunes générations puissent préserver cette connaissance. Vous me montrez? Oui, il y a des 4 principes. C'est comme le cycle de la vie. Hein. On commence par notre naissance comme le bourgeon. Et le bourgeon, ça devient une feuille. Oui. Et le feuille, à peu près, devient une fleur. Et le fleur, ça devient le fruit. Quand le fruit sera mûr, il retombe et le bourgeon, ça renaît encore à nouveau. C'est le principe de la danse khmer, les 4 gestes que les danseurs devraient savoir pour pratiquer la danse classique. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup, oui. Comment on dit au revoir en khmer? On dit Chum Riep Lia. Avec les mains comme ça, Chum Riep Lia. Chum Riep Lia. Je dis mana? Chum Riep Lia. Chum Riep Lia. Chum Riep Lia. Je suis arrivé? Oui, ça va.
je décide de rester à Phnom Penh. Je passe bien sûr saluer la statue de Sa Majesté, le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, l'un des pères de la francophonie, avec le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Nigérien Amani Diori et le Tunisien Habib Bourguiba. Ces dernières années, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, connaît un développement urbain sans précédent. Les immeubles poussent comme des champignons sur les bords du Mékong. Mais Phnom Penh a une longue histoire, et une histoire avec la francophonie. Pour me la raconter, je vais rencontrer Sean Devi, une parfaite francophone, architecte et vice-rectrice de l'Université royale des Beaux-Arts. Dans cette université, les professeurs et les étudiants réfléchissent en collaboration avec l'Institut français à l'urbanisation du Phnom Penh de demain. Pour commencer cette balade dans l'histoire francophone de la capitale du Cambodge, Sean Devi m'a donné rendez-vous en plein cœur de la ville. Bonjour Sean Devi, je suis ravi de te rencontrer. Et pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Ici, c'est très important parce que c'est le lieu de la fondation de la capitale de Phnom Penh. Voilà. Nous avons le Phnom, Wat Phnom. Tous les Cambodgiens connaissent Wat Phnom parce que c'est un lieu sacré. Qu'est-ce que c'est le Phnom? Le Phnom, ça veut dire la colline. Donc, l'histoire de Phnom Penh commence ici. Peut-être je voudrais vous montrer un petit peu la capitale de Phnom Penh au XVe siècle. On a le Phnom, Et là, d'accord. et ici, et aussi on a tous les monastères au long du fleuve. En 1863, on a commencé la signature des protectorats français, dont le roi Norodom à l'époque a donné le pouvoir aux Français qui commencent à envisager de l'aménager la ville. Donc ils ont urbanisé en divisant les quartiers européens au nord du Phnom, le quartier cambodgien autour du palais et la partie centrale c'est pour le quartier chinois, c'est un quartier de marchands. Donc je vous propose d'aller visiter le quartier administratif français. Il reste encore des vestiges de l'époque coloniale et il mérite d'être préservé. Super, on y va? On y va. Et en tuk-tuk. En tuk-tuk en Oui. plus. Pour montrer Phnom Penh. Carte de Phnom Penh. Donc normalement ici, c'est l'ancien canal de l'époque coloniale. Il y a un pont qui connecte du quartier français et quartier chinois. Il y a un pont. Donc là, ce pont-là, Oui, c'était la limite entre le quartier français et le et quartier le chinois. quartier chinois. Voilà. D'accord. C'est bon. Très bien. Voilà, à partir d'ici, c'est le quartier administratif français. Ce bâtiment, c'est le trésor public. D'accord. Voilà. Donc c'est l'ancien trésor public, on a vu bien ce bâtiment. Il a trouvé un type d'architecture coloniale qui est plutôt une inspiration de l'architecture traditionnelle cambodgienne, avec une grande ouverture des fenêtres en bois, avec pour la lumière, la ventilation, tout ça. Et ce bâtiment reste le même, Oui, c'est vrai. même la fonction qui reste toujours le trésor public jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Voilà, c'est la bande Indochine. D'accord. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'ancienne banque d'Indochine a conservé tout le décor du Phnom Penh du début du XXe siècle. Aujourd'hui, l'édifice accueille les bureaux de l'Agence française de développement qui, parmi ses missions, a financé la rénovation du grand marché central, construit à la fin des années 30 par des architectes français. Voilà, nous sommes sur le quartier français, quartier administratif. On a, selon la photo de 1925, on voit bien le commissariat, la poste centrale, la banque de l'Indochine et l'hôtel Manolis. On voit bien le bâtiment de la poste centrale. Actuellement est un peu différent, Ah oui, la tour, elle a disparu. mais la tour a disparu vers 1940. Sean Devi, le commissariat, il est quand même assez délabré. Est-ce qu'il va être rénové? Je crois comme nous avons
une loi de protection du patrimoine et il y a une circulaire qui vient de sortir par notre Premier ministre pour la protection de tout le bâtiment de l'époque coloniale. Donc j'espère bien que ce bâtiment va être debout et bien préservé. Sean Davy me propose ensuite de visiter l'ancien quartier européen. Difficile aujourd'hui d'imaginer dans ce quartier aux ruelles enchevêtrées qu'il y avait des édifices religieux. Pourtant, Sean Davy me fait découvrir ici une pagode insérée aujourd'hui dans des maisons d'habitation et quelques mètres plus loin, une chapelle. Et voilà, il y a une chapelle française, ça s'appelle la chapelle de la Providence. Elle est bien cachée quand même, il faut savoir qu'elle est là. Parce que normalement, dans cet ensemble, c'était le quartier catholique. Il y a beaucoup de bâtiments, par exemple, comme le dispensaire, l'école des sœurs, la chapelle. Et nous avons une chapelle qui a été construite vers 1920 avec le style gothique. Actuellement, il y a beaucoup de gens, des appartements dedans. Donc ce patrimoine reste jusqu'à maintenant. Donc ça permet de préserver cette chapelle. Ça permet de préserver cette chapelle. À 2 pas de la chapelle, Sean Davy veut me montrer une pagode rénovée récemment par le ministère de la Culture. Un patrimoine cambodgien vivant, niché au milieu de tours qui ne cessent de pousser tout autour. On passe par la première enceinte qui sépare l'espace profane et l'espace religieux. Et voilà, c'est la pagode, ou en cambodgien on appelle vihara. C'est un bâtiment principal dans la pagode. Sean Davy, depuis la période coloniale, Phnom Penh a beaucoup changé. Comment tu vois les changements de ta ville? Oui, il a beaucoup changé parce que je pense qu'on ne peut pas rester comme de l'époque française. C'est normal parce qu'il y a plus de 100 ans déjà. C'est vrai que la ville se développe beaucoup et c'est un peu difficile au point de vue de la protection du patrimoine. Pourquoi c'est important pour toi de te battre pour conserver ce patrimoine historique architectural? Je pense que le patrimoine, c'est un élément d'histoire de notre pays. Donc, il faut préserver. Qu'est-ce que la connaissance de la langue française t'a apporté dans ta carrière professionnelle d'architecte? Beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai appris le français et après j'ai continué mes études en France. Je peux dire que la langue française, c'est une ouverture très importante pour moi, pour élargir les connaissances générales et aussi une connaissance de l'architecture dans mon domaine. Sean Davy, si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Peut-être la simplicité. Parce que dans l'architecture, on a trouvé beaucoup la simplicité. Et c'est très difficile à trouver le bâtiment simple, mais beau. Merci beaucoup, Sean Davy, pour cette balade dans l'histoire de la présence française ici à Phnom Penh. Je vous en prie, avec un grand plaisir. Le Cambodge est certainement le pays le plus francophone d'Asie du Sud-Est. Les enfants apprennent la langue française dans de nombreuses écoles du pays et il existe plusieurs filières où les étudiants cambodgiens peuvent apprendre l'économie, le droit et l'ingénierie en français. Au Cambodge, une autre discipline est traditionnellement enseignée en français, la médecine. De grandes universités proposent des formations médicales tout en français. Dans le meilleur hôpital public de Phnom Penh, l'hôpital Calmet, tous les panneaux d'indication sont d'ailleurs écrits dans deux langues, khmer et français. Enfin, la plupart des membres du gouvernement cambodgien sont francophones, tout comme la famille royale du Cambodge. Cette forte francophonie au sein des élites, on la doit à un lycée qui a formé des générations de Cambodgiens depuis des décennies, c'est le lycée français René Descartes. Pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec un ancien élève, Boni Ratchan. Il est aujourd'hui le représentant pour la francophonie au ministère cambodgien des Affaires étrangères. Bonjour Bonira. Bonjour Ivan. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Pourquoi tu me donnes rendez-vous ici? C'est le centre de Phnom Penh, c'est le stupa du Bouddha et on est en face de la gare de Phnom Penh. Et ici, tu as la tour Watanak et derrière, c'est le lycée français René Descartes. Pourquoi tu as fait tes études dans ce lycée? Je suis rentré au lycée français parce que j'ai mes parents qui sont francophones. Ma mère était au lycée Descartes. Et voilà, ça se poursuit avec moi, avec cette nouvelle génération. Qu'est-ce que le lycée t'a apporté dans ton histoire professionnelle? Je ressens une reconnaissance, une gratitude envers déjà la famille qui m'a mis dans ce système-là et aussi envers les professeurs qui m'ont donné une excellente formation.
Et grâce au français, j'ai pu élargir mon réseau, que ce soit dans ma vie personnelle, que ma vie professionnelle, dans le travail que je fais tous les jours. Tu m'amènes de voir Oui. ton lycée? Oui. On y va? Je t'imagine, Bonira, avec ton petit cartable sur le dos allant au lycée. Oui, toujours excité sur cette route pour aller à l'école. Tu as encore beaucoup d'amis de cette époque? Oui, j'ai beaucoup d'amis, c'est une grande famille. Comme on dit, cartésien un jour, cartésien toujours. Toi, tu es un cartésien. Oui. Quand on arrive au lycée, nous sommes accueillis par le proviseur et Sylvain, son ancien professeur d'art plastique. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur le proviseur. Quel plaisir. Quel plaisir. Monsieur Hamnel, Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? ça fait presque 20 ans. Vous êtes toujours resté le même. Et toi aussi. Non, j'ai pris beaucoup de poids. C'est le logo, c'est l'aigle. Oui, c'est ça. On se met près de l'arbre L'arbre à palabre. que tu as toujours connu. Je vis toujours connu. Ça te fait quoi, Sylvain, de revoir Bonira? Ben, un grand plaisir. Un jeune homme que j'ai quitté il y a de nombreuses années maintenant, que je retrouve à des fonctions très importantes liées avec la francophonie, l'établissement, et puis voir un jeune homme réussir sa vie professionnelle, c'est toujours, pour un prof, c'est une belle expérience. C'est un bon élève? C'était un élève sérieux, et il est toujours sérieux, Il est toujours mais sérieux. avec un sourire toujours jovial. Sylvain, qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce lycée? Ça fait 27 ans que tu es ici. Oui, alors le lycée pour moi c'est une grande famille. Beaucoup de liens conservés avec tous ces élèves qui sont passés au fil des années dans cet établissement. Et qu'est-ce qu'il représente, tu dirais, pour le Cambodge, pour Phnom Penh? Parce qu'ici, c'est formé des générations de francophones. C'est un pôle historique du pays. Le lycée Descartes est connu par beaucoup de Cambodgiens. C'est une sorte de pôle culturel aussi. C'est l'intérêt de la langue, la place de la France dans ce pays. Donc il y a un lien très très fort entre cet établissement et le pays. Et toi, Bonira, qu'est-ce que ça te fait de retrouver Sylvain toutes ces années plus tard et puis de retrouver ton lycée? Beaucoup de bons souvenirs, la bonne nostalgie, vraiment tout a commencé ici et que je garde toujours dans mon cœur. Le lycée célèbre cette année ses 70 ans. Pour fêter cet anniversaire, Gaëlle, professeur d'histoire-géographie depuis 10 ans au lycée, a conçu un livre avec ses élèves avec des images d'archives. Pour me le présenter, elle m'a donné rendez-vous à la bibliothèque. Donc là, Gaëlle, c'est le lycée il y a 70 ans. Oui, en effet, c'est le premier bâtiment du lycée qui aujourd'hui est devenu la faculté de management, mais c'était le grand lycée à l'origine. Il y a des personnalités qui sont venues ici. La reine, par exemple, Ça, c'est la reine. a la reine qu'on voit en tenue de sport, qui était une élève de la première promotion du lycée. Elle était extrêmement belle, c'est pour ça que le roi l'avait choisie d'ailleurs. Ici, vous avez la cathédrale. Elle a été détruite par les Khmers rouges quand ils sont arrivés. Et pour ça qu'elle n'est plus là, mais elle était juste à côté du lycée en réalité, et donc les élèves allaient faire leur communion à Là, on l'époque. voit bien, là. Et puis 74, la guerre fait rage et un obus qui tombe sur le lycée. Et ça tombe sur le préau où vous avez l'arbre qui est encore là. L'arbre, on s'est assis tout à l'heure avec Sylvain et Bonira. Donc là, il a beaucoup de choses à raconter. L'arbre, il pourra en dire, oui. Qu'est-ce qu'il représente le lycée pour ses anciens élèves? Il y a la nostalgie de leur enfance et de leurs années avant la guerre, très vraisemblablement. Et puis aussi un attachement à la culture française et au savoir. Et je me souviens de cette dame que j'ai vue encore il y a 2 semaines et qui disait je crois qu'on a tous réussi, nous, cette génération-là, parce que finalement, on avait une sacrément bonne éducation. Et quand même, ça fait plaisir. Il y a quelque chose de particulier, ce lycée. Un lycée. Moi, je l'appelle le lycée magique, en fait. Il y a quelque chose de différent, il y a une âme dans ce lycée. Je vais voir si la magie opère toujours sur les élèves. Pour cela, je me rends dans la classe de philosophie de Julien qui donne des cours à des terminales. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien, ça va? Bonjour, ça va? Alors, ça philosophe? Oui, ça travaille très dur. Ça travaille bien très dur. sûr, Je peux bien m'asseoir là pour voir ton cours? sûr. Je t'en prie. Bonjour. On a tout à fait le temps de t'accueillir. On était en train de se demander si le temps passe, justement, ou si c'est nous qui passons dans le temps, n'est-ce pas? Quand le temps passe, êtes-vous immobile ou êtes-vous en train d'avancer? Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Soria. Pourquoi c'est intéressant la philosophie? Pour moi, vraiment, c'est à cause du concept métaphysique de la philosophie et qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en philosophie tant que l'on peut expliquer notre démarche et notre raisonnement. Quels sont pour toi les atouts d'étudier ici au lycée français?
En premier, l'éducation française me permet d'élargir mon repère sur peut-être la France, si je voudrais aller en France pour l'université, et me permet de dire que j'ai une éducation française et canadienne, ce qui pourrait m'ouvrir plus de portes dans d'autres pays. Parce que tu as aussi étudié au Canada. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton lycée? Mes amis, Pourquoi? puisqu'ils sont tous très différents et ils sont très ouverts. Et ma manière de penser, elle pourrait être élargie par la manière de penser de d'autres personnes qui ont été élevées d'une autre manière. Donc c'est un peu ce brassage culturel que tu trouves intéressant ici? Oui. Vous êtes bien... on va l'applaudir. C'est fantastique. Julien, j'imagine que enseigner la philosophie ici, dans ce lycée, ça doit être assez intéressant. Oui, alors la philosophie, c'est une spécificité française, donc c'est vrai que c'est ce qui attend tous nos élèves. Et je trouve qu'il y a quelque chose de particulier, effectivement, de l'enseigner ici, avec le mélange culturel qu'on peut avoir ici et les profils de nos élèves. C'est quelque chose de très enrichissant par rapport à ce que j'ai pu connaître auparavant. Qu'est-ce qui représente ce lycée pour la francophonie au Cambodge? Je pense qu'il représente quelque chose de bien ancré, d'assez ancien et de relations fortes entre la France et le Cambodge. Et je pense que pour beaucoup de familles, mettre son enfant à Descartes, ça a encore véritablement un sens aujourd'hui. Pour la dernière étape de mon voyage au Cambodge, je décide de me rendre dans la province de Kampong Chang, au centre du pays. Cette vallée fertile avec son réseau de rivières est appelée le Sillon Vert. Il est 6 h du matin et je suis dans le district de Kampong Leng. Dans cette région du Cambodge, les habitants vivent au rythme de la montée des eaux. Les maisons sont toutes sur pilotis. Pour aller d'un endroit à l'autre, il faut prendre des ferries. Je suis sur le Tonlé Sap, c'est l'un des grands fleuves du Cambodge. Pourquoi je vous amène ici? Parce que depuis 30 ans, une organisation française fait du livre un levier d'éducation dans tout le Cambodge. C'est le CIPAR. Elle amène des bibliothèques mobiles dans les villages les plus reculés du pays, que ce soit en voiture, à moto et même en bateau. J'ai rendez-vous avec Sopé, c'est l'un des coordinateurs du programme. Il m'attend près de son bateau bibliothèque. Hello. Bonjour. Oui, ça va? Salut Soteil. Salut Yvan. Alors voilà le bateau bibliothèque. Oui, c'est notre biblio-bateau. Le biblio-bateau. Bon alors je grimpe, ça va? Oui, oui. Salut. Salut. Ravi de te rencontrer. Ravi. Et puis toute l'équipe est là, bonjour. Bonjour. Ça va? Super. Alors où est-ce que tu m'emmènes? On va vous emmener dans un village qui s'appelle Chongprek. C'est un village flottant qui se trouve à 30 ou 45 minutes d'ici. Eh bon, c'est parti. Oui, c'est parti. Soteil, ça c'est le biblio-bateau et vous avez tous les livres dessus. Oui, oui. Là, ce sont des caisses de livres que vous voyez ici. D'accord, Voilà. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. D'accord. Ok. Combien de livres vous avez ici? Nous avons environ 500 livres ici 500 avec nous. Alors c'est quoi tous ces livres? Ce sont en fait des premières histoires, voilà. D'accord. C'est plutôt pour les adolescents, voilà. Ceux qui ont 10 à 12 ans. Voilà. D'accord. C'est quoi votre objectif? L'objectif, c'est de rendre aussi le livre accessible aux populations les plus démunies. Par exemple, là, on va dans un village flottant qui est très isolé. Il y a un programme précis de notre animateur avec son assistant
vient dans le village pour animer une séance avec des enfants. Les élèves peuvent venir assister ou emprunter des livres. Donc ce sont des livres en khmer, c'est ça? Oui, ce sont des livres en khmer parce qu'en fait le CIPAR a aussi un volet important d'édition. Nous avons publié plus de 200 titres de livres, donc cela représente plus de 2 millions d'exemplaires de livres. On essaie de faire découvrir aussi la littérature étrangère, surtout francophone. Par exemple, le CIPAR a aussi publié, traduit Le Petit Prince en khmer. Et maintenant, c'est accessible à tout le monde. On va proposer une séance avec un groupe d'enfants. Et on va laisser les enfants emprunter des livres aussi. C'est super. Voilà. Bon, ben, c'est parti. Voilà. On y va. Cela fait 40 ans que cette ONG française opère dans toutes les régions du Cambodge. La lutte contre l'illettrisme et le développement de la lecture est la première mission du CIPAR. Mais son action ne s'arrête pas là. L'ONG intervient directement auprès des populations sur des questions liées à l'éducation à la sexualité, à la contraception ou encore à la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Avec Soti, nous arrivons dans le village flottant qui dérive sur la rivière. Nous accostons sur la maison épicerie du village et nous voyons arriver des bateaux de toutes parts. Allez, viens. Salut. Salut. Bonjour. Ah, viens, maintenant. Oh. Salut. Sota, il y a encore des enfants qui arrivent de partout. Comment ils savent que vous venez? Normalement, les enfants, ils reconnaissent le bateau et l'équipage. D'accord. Donc, en nous voyant, ils viennent. Ils viennent tous? Ils viennent tous. C'est la combienième fois que tu viens ici? Déjà 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois? Bon, il faut décharger toutes les caisses? Oui, oui. On y va? Oui, on y va. C'est parti. On arrive les enfants. Mettez-vous en place. Allez. Attention, c'est lourd. Une quarantaine d'enfants sont rassemblés sur les petits 20 mètres carrés de l'épicerie flottante. Beaucoup de mamans sont présentes avec eux. L'animateur leur lit d'abord des histoires. Ils sont tous captivés par le récit qu'ils écoutent avec beaucoup d'attention. Ensuite, l'équipe du CIPAR leur distribue des livres qu'ils peuvent lire seuls ou avec leurs parents. Je suis étonné par l'avidité avec laquelle tous ces enfants découvrent tous ces livres. Soti, sans vous, ces enfants, ils n'auraient pas accès aux livres. Non. Ils vont à l'école, mais sûrement il n'y a pas encore de bibliothèque. Ils viennent participer à la séance et après, voilà, ils empruntent des documents pour lire à la maison. Donc chacun peut revenir à la maison avec son livre. Oui, oui, oui. Alors comment ça marche? En fait, on connaît bien les familles parce qu'en fait, notre animateur, il est aussi enseignant, professeur d'alphabétisation. Ici dans le village? Ici dans le village. Et l'animateur, il connaît tous les enfants du coup? Oui, beaucoup de gens ici le connaissent. Combien de temps vous laissez le livre à la maison? Normalement, une semaine. Une semaine? Parce que la semaine prochaine, le bateau va revenir. D'accord. Là, donc, les enfants auront la possibilité de retourner les livres empruntés et en prendre un autre exemplaire. Les mamans viennent ici aussi en même temps? On organise parfois des séances spéciales pour apprendre aux mamans comment utiliser un livre avec les tout petits. Parce qu'ici, il n'y a pas encore de maternelle. Voilà, donc il faut apprendre les couleurs, les formes. Et puis c'est étonnant parce que les jeunes filles qui sont derrière moi, elles lisent à haute voix. Oui, elles lisent. Parce qu'elles, ce sont des adolescents, voilà, donc elles ont déjà un niveau de lecture élevé. Pourquoi c'est si important la lecture pour ces jeunes Cambodgiens, d'avoir des livres dans les mains? Ça permet à nos jeunes, à nos enfants de découvrir d'autres mondes et d'apprendre aussi. Voilà, parce que la lecture est un outil d'apprentissage. En lisant, ils savent d'autres choses aussi. Ils comprennent d'autres mondes, d'autres cultures. Vous voulez les ouvrir au monde? Oui, exactement. J'espère que ce voyage en francophonie au Cambodge vous a plu. Je n'ai qu'un seul conseil, venez au pays du sourire. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Comme moi, vous aurez un vrai coup de cœur pour ce pays et ses habitants. On se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle destination. D'ici là, où que vous soyez dans le monde, portez-vous bien sur la planète francophone. Salut!